On va donc chercher à découvrir ce que cette clé déverrouille. Non. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qu'il déverrouille? Salut les copains, c'est l'écran fou et ça y est, elle est arrivée, on peut enfin la regarder sur Disney+, puisque la moitié de la série est disponible, et je veux bien sûr parler de Obi-Wan Kenobi, la série Star Wars qui met à l'honneur le célèbre Jedi dans une intrigue qui se passe 10 piges après l'épisode 3, donc toujours interprété par Ewan McGregor. Donc Obi-Wan Kenobi qui a décidé de se planquer suite à l'avènement de l'Empire, tandis que l'ennemi déploie des inquisiteurs pour traquer les derniers Jedi dans l'univers, au même titre que le montrait justement la série Star Wars Rebels. Et donc oui, je vais faire entorse à ma propre règle, à savoir de ne jamais parler d'une série sans avoir vu intégralement la saison. Bon, en même temps, je fais ce que je veux, mais là, je me sens obligé de monter au créneau, parce que clairement, c'est du foutage de gueule. Là, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Non, parce que bon, depuis la sortie des 2 premiers épisodes, on pouvait dire partout que c'était une claque, c'est extraordinaire, ça redonne enfin espoir en la franchise. Non mais vous êtes sérieux? On parle de Star Wars là, putain. À quel moment on peut se dire fan et penser ça en regardant ce truc? Donc oui, vous l'aurez compris, ça va être une critique coup de gueule, parce que je suis un énorme fan de la franchise, et là, clairement, je suis vraiment en colère, mais bien plus qu'avec ce qu'on nous avait servi via la postlogie. Alors vite fait, il faut savoir que déjà sur les réseaux sociaux, à l'issue des 2 premiers épisodes et du tollé de merde qui se sont ramassés par les puristes, on pouvait lire de la part de certains défenseurs qui étaient quand même en grande pompe et qui disaient qu'il faut absolument pas juger négativement d'une série sur seulement 2 épisodes, mais par contre, en parler positivement, ça on a droit. Là, on est à la moitié, donc je pense que c'est d'autant plus légitime qu'en l'espace de 2h30, ça raconte rien, c'est le néant. J'ai rarement vu un truc aussi mauvais auquel on osait coller l'étiquette Star Wars dessus. Même la post-logie se tient mieux, c'est dire. Là, l'intrigue repose donc sur une traque principale autour de Obi-Wan Kenobi, mais avec absolument rien autour. Alors, certains vont me dire qu'il faut poser les bases, tout ça. Eh oh, poser les bases de quoi? Tout le monde a au moins vu 2 fois dans sa vie les 2 premières trilogies Star Wars. On les connaît déjà depuis 17 ans, ces bases. Quand Abrams posait des bases autour de nouveaux personnages sur l'épisode 7, que je suis pas en train de défendre, loin de là, tout le monde gueulait. Mais là, par contre, c'est normal. Bah non, je crois pas. Alors effectivement, il n'y a aucune intrigue parallèle à la traque d'Obi-Wan, parce que d'un côté, il n'y a absolument rien à raconter. Faut savoir que Disney, de base, planche sur Obi-Wan depuis pas mal de temps, juste parce que les fans ont évoqué le souhait de revoir le personnage, mais si vous avez rien à raconter, le faites pas. Ne le fais pas. Faites un truc sur un personnage inédit, ce sera pas moins populaire, suffit de voir le succès de la série The Mandalorian. Et surtout, si c'est pour manquer totalement de respect au personnage et à la saga, c'est encore moins légitime, quoi. Faut quand même le rappeler, ça faisait, donc comme je le disais, assez longtemps qu'il était question de traiter du personnage, mais dans un film, et puis finalement, au même titre que Boba Fett, ils se sont répercutés sur une série, vu que c'est un peu la mode dans l'univers Star Wars, série qui a mis du temps à voir le jour, vu que le scénario était apparemment pas folichon au départ et devait s'articuler sur seulement 3 épisodes. Ceci étant, est-ce qu'il y avait vraiment matière à raconter quelque chose de plus étoffé? J'avais déjà des doutes et pour le moment, il semble se confirmer. À voir si la suite rattrapera le tir, mais actuellement c'est pas le cas, et si effectivement le fameux tir, c'est un tir de Stormtrooper, c'est mal barré. Et donc, c'est passé par plusieurs réécritures entre les mains de plusieurs scénaristes, mais sérieux, vous trouvez que c'est suffisant? Putain, embauchez au moins des mecs qui connaissent Star Wars, quoi, qui ont vu les 2 premières trilogies au moins. Déjà au départ, c'est franchement pas génial, mais parce que en plus, alors je répète que c'est nul, on va me dire que je suis un hater et tout, mais non! Ça se résume à une partie de cache-cache, ni plus ni moins. Mais en plus, c'est totalement irrespectueux du matériau d'origine, de la franchise. Alors évidemment, on est typiquement face à un produit du business plan de Disney Lucasfilm qui n'est là que pour livrer du fanservice. On ne vend plus des films et des séries désormais chez Mickey. On vend des goodies audiovisuels basés uniquement sur la fibre émotionnelle et nostalgique des fans. C'est d'autant plus navrant que j'ai de la peine pour Ewan McGregor et son personnage, qui a toujours nourri les passions et qui se retrouve flanqué d'un truc pareil. Parce que bon, contrairement à Boba Fett, un personnage qui lui aussi a toujours eu une grosse fanbase, mais qui finit au format série, parce que de toute façon, il n'a pas non plus une véritable aura sur grand écran, là on parle d'Obi-Wan, un personnage iconique et majeur du cinéma et de la franchise. Tu peux pas en faire un truc totalement random à la télé. Et c'est dire, juste pour faire une petite joke dans la série, ils en sont rendus à un point qu'un Jawa lui dit littéralement qu'il schlingue, alors que le Jawa, c'est un personnage de l'univers Star Wars dont l'odeur est probablement la plus pestilentielle. Donc vous avez vu à quel point justement ils ont du respect pour le personnage, quoi. Alors oui, ça fait plaisir de le retrouver, notre cher Obi. Je comprends là aussi qu'il faut remplir un peu la tirelire, mais bordel, comme je le disais, faites-le comme il faut. Ça va pas vous coûter beaucoup plus cher de faire les choses correctement.
Là déjà, rien que l'écriture, c'est d'une pauvreté abyssale. C'est truffé d'invraisemblances à tel point que, et c'est là le pire, ça rentre en totale contradiction avec toute œuvre Star Wars qui a déjà vu le jour et qui est rattachée à cette série, que ce soit de près ou de loin. Donc ça concerne la trilogie originale, la prélogie et par ailleurs Star Wars Rebels. Et donc, plus particulièrement, le point d'orgue de cette franchise, à savoir l'épisode 4. Donc, mais ça, on en parlera un petit peu plus dans les spoilers. Je suis désolé les gars, Star Wars, c'est pas juste je te colle des personnages comme ça n'importe comment et ça suffit amplement. Non, c'est pas ça. Il y a une véritable mythologie, il y a une Bible, il y a des histoires. Tu ne peux pas juste t'appuyer sur « Ah putain, on va leur coller tel personnage et ils vont kiffer à mort même si on leur file n'importe quoi ». Alors les personnages, ils sont franchement pas très bien écrits, voire carrément mauvais, à commencer par donc les Inquisiteurs. Non mais sérieux, vous avez vu leur gueule? Même dans un dessin animé comme Star Wars Rebels, avec des designs assez grossiers tout de même, ils sont mieux faits, c'est dire. Déjà, quand tu vois que le Grand Inquisiteur est censé être un Pohan, donc un être originaire de la planète Utapao, et donc, si on se réfère à Star Wars 3, film auquel cette série est censée faire suite, eh ben, ça ressemble au personnage que vous voyez sur la première image. Et l'inquisiteur qu'on a dans la série, c'est celui qu'il y a sur la troisième. Sérieux, vous trouvez que ça colle? Putain, même dans le livre de Boba Fett, quand il te colle des Hutt, ça ressemble à des Hutt, quoi. Respectez la Bible, la mythologie Star Wars, bordel. Et alors, là aussi, pour ce qui est des personnages, mais ils sont tous cons au possible, quoi. Il n'y en a pas un seul qui ait un minimum de jugeote pour faire des bons choix. C'est affligeant. Et donc, la palme revient au personnage de Reva, donc la méchante inquisitrice, super top badass de la mort qui tue sa race, qui est donc insupportable au possible. Et alors, l'argument des fans qu'on lit sur les réseaux sociaux pour défendre leur série, qui disent que, ouais, si un méchant énerve, c'est qu'il est bien joué. Non, 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 faut arrêter avec ça. C'est juste que elle joue mal, ou que le personnage est mal écrit, point. Quand vous étiez tous à cracher sur Kylo Ren parce qu'il vous énervait, vous disiez sûrement pas que c'est parce que Adam Driver jouait trop bien. Donc non, faut arrêter avec ces excuses bidons pour essayer de justifier, enfin de légitimer la médiocrité. Donc Reva, un personnage capricieux qui tente de contrebalancer sa médiocrité en jouant de pouvoir face aux faibles pour avoir un sentiment de supériorité et une quête de reconnaissance. Preuve en est, elle va te couper la main d'une pauvre femme sans défense, mais un mec qui la menace d'un flingue. Non, non, c'est bon, tu peux y aller, copain. Vous allez pas me dire que c'est réussi, franchement. Alors ok, je veux bien comprendre que la tendance actuelle, c'est de montrer des femmes fortes pour contrebalancer justement avec le patriarcat, mais bordel, faites en sorte que le personnage soit au moins crédible pour qu'on adhère à ses convictions et à la tendance. Là, c'est totalement contre-productif, encore une fois. Bon alors, niveau atmosphère, bah c'est le néant. Donc on retourne encore une fois à Tatooine, donc encore du désert, comme si on n'avait pas déjà suffisamment bouffé avec tout ce qui s'est fait dernièrement. Ou alors une forêt de pins dans les Alpes. Et puis alors l'épisode 3, alors là c'est le summum, c'est des plaines vallonnées. On a l'impression d'avoir tourné ça dans l'arrière-pays marseillais. Et un duel final nocturne dans une carrière au milieu de monticules de gravats. Donc vous vous rendez compte un peu de la pauvreté du truc. Et quand c'est pas ça, donc c'est des décors moitié carton-pâte, moitié CGI dans des hangars, filmés en plan serré, donc t'as aucune spatialisation des scènes. Alors bon, il y a bien quelques plans panoramiques de villes ou de planètes, mais toujours de très loin, pour pas trop forcer sur les détails, mais de manière générale, il y a zéro inventivité, c'est cheap au possible, il n'y a pas une plante qui sort de l'originalité, c'est-à-dire que bon, on te met de la végétation, mais c'est de la végétation terrienne. Bref, ça a aucune ampleur, pas de fulgurance dans la mise en scène, rien, c'est découpé à la tronçonneuse en plein championnat du monde des bûcherons, c'est remonté à la one again, les CGI sont pas ouf non plus, et alors bon, plus ça va, plus on s'éloigne de l'ambiance globale de Star Wars, c'est-à-dire un cadre universel à la base. Parce que plus ça va, et moins il y a d'aliens et de droïdes. Alors, si, il y a bien un petit robot tout mimi pour vendre des jouets, normal, hein, merchandising oblige. On va te coller un Jawa par là pour faire du fanservice, le reste, walou. Si ce n'est, allez, un ou deux aliens dont le visage est totalement inerte, parce que bon, la flemme de faire des animatroniques pour rendre les aliens vivants, surtout qu'en plus ils ne servent absolument que de décor, il n'y en a absolument aucun qui a un rôle, si ce n'est 3 aliens, donc 2 dans le premier et deuxième épisode, donc qui sont ni plus ni moins que des êtres humains, dont un qu'on a peinturluré en vert et l'autre qui a des cornes sous la peau du crâne, et dans le troisième épisode, une taupe géante. La belle affaire, quoi. Quelle générosité visuelle. Putain, au final, on pouvait reprocher ce qu'on voulait à Boba Fett, mais ça avait au moins le respect de proposer cette diversité. Quand tu sais que c'est Disney, le nouvel ambassadeur de la mouvance woke, qui veut satisfaire à toutes les communautés quitte à se décrédibiliser, là, on est censé avoir un univers multiracial à l'échelle spatiale, mais t'as que des humains. D'ailleurs, c'est amusant parce que le trailer de la série Andor est sorti le même jour, et là, bah, il n'y a même plus un alien, et il y a un droïde sur 2 minutes. Ensuite, bon, pour ce qui est de Obi-Wan, alors, niveau action, c'est le néant total, la traque, c'est du cache-cache sans intérêt, s'il y a que ça, j'en fais un avec mes gamins dans le jardin, ça sera plus palpitant, et en plus, ce sera interactif.
Alors comme je le disais, pour ce que ça a raconté, c'est quand même très limite. J'en veux pour preuve une scène dans l'épisode 3 qui dure à peu près 5 minutes, où on est censé t'instaurer de la tension quand Obi-Wan et un autre personnage se retrouvent sur un camion face à des Stormtroopers, pour au final rien du tout. Ce n'est que ça, succession de scènes inutiles, mais vraiment du remplissage à tire-larigot, où seuls les cliffhangers de fin d'épisode servent, puisque on le sait depuis quelques temps maintenant, tout ce que produit Disney ne s'appuie que sur du teasing. Mais ici, du teasing encore une fois inutile, puisqu'il a déjà été révélé dans les trailers, à savoir que Vador sera dans la série. Alors, voilà, ne me dites pas que je viens de spoiler, franchement, je veux dire, on le savait depuis longtemps, quoi. Alors, les enjeux sont d'une fainéantise absolue. Je vois venir certains qui vont me dire que je chipote, ou que je suis jamais content, ou encore que j'ai rien compris à Star Wars, mais sans déconner, même un épisode de Rick et Morty de moins de 25 minutes a plus d'enjeux et d'intrigues que la moitié de Obi-Wan sur près de 2h30. Tu mates n'importe quelle série de nos jours, qui n'est pas produite par Disney, en autant de temps, on te traite de 5 ou 6 personnages en même temps, avec 3 rebondissements et des vrais enjeux. C'est bien beau d'être estampillé Star Wars et de balancer des easter eggs à la tronche des fans, mais ça fait pas un bon truc pour autant, au même titre que le fanservice ne faisait pas de Spider-Man No Way Home un bon film. Il faut avoir quelque chose à raconter, avoir un minimum d'approfondissement, un character development. Là, y a rien. Je le répète, on parle de Star Wars. Une franchise qui a fait rêver pendant 45 ans avec une richesse absolue et un culte cinématographique sans pareil, et qui a donné naissance à des centaines d'histoires palpitantes sous tout format. Donc non, à part faire du remplissage pour justifier de 6 épisodes alors que les précédents scénarios faisaient déjà état d'une histoire tellement maigre qu'elle allait pas tenir plus que sur 3 épisodes, tu te dis qu'effectivement, avec ce qui est montré en plus de 2 heures, pas sûr que ça décolle. Mais encore une fois, difficile de coller des enjeux à une série dont on connaît de toute façon l'issue pour tous les protagonistes principaux. Bon, niveau musique, c'est juste... Enfin voilà quoi, j'ai même pas les mots, c'est d'une fainéantise absolue. Et le pire, c'est que encore une fois, c'est John Williams qui s'en charge. Donc John Williams qui devrait peut-être arrêter Star Wars, parce que entre ça et sa compo de la postlogie, ça brille pas de mille feux quoi. Bon, maintenant, je vais rentrer dans les spoilers, parce que là, on va mettre le doigt sur pas mal d'invraisemblances. Pas toutes, parce qu'elles sont vraiment trop nombreuses. Mais bon, voilà, si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler, je vous incite à quitter la vidéo et à revenir une fois que vous aurez vu justement les épisodes. Alors, primo, pour revenir sur le Grand Inquisiteur, donc à la fin de l'épisode 2, il meurt, enfin ça c'est ce qu'on croit. Et ça y est, donc les défenseurs de la série montent au créneau pour dire que non, il est pas mort en vrai, puisque on le voit dans Star Wars Rebels. Et oui, je suis bien d'accord, ça me va, moi j'ai vu la série intégralement, je suis complètement d'accord avec vous, il est pas censé être mort. Mais alors vous trouvez vraiment intelligent l'écriture du personnage de Reva, qui trahit son propre chef en le plantant avec son sabre laser, parce qu'elle veut être calife à la place du calife, sans se dire que bon, ouais, si le mec a survécu, en gros, je suis dans la merde. Donc bon, allez, on va aller vérifier quand même en mettant quelques coups de sabre supplémentaires dans la carcasse du bonhomme pour s'en assurer, quoi. Donc non, c'est vraiment, je suis désolé, mais le personnage de Reva et ses agissements, c'est écrit avec le cul. Et pour rappel, les Inquisiteurs, donc ce sont des anciens Jedi, ils sont sensibles à la Force. Le Grand Inquisiteur, il se fait buter à la Snoke. Donc en gros, ce sont de puissants ennemis qui sont capables de tout ressentir, sauf au moment où on s'apprête à les buter. C'est génial, voilà, vraiment la facilité scénaristique au moment où on en a besoin, quoi. Ensuite, oui, à la fin, Reva, donc la méchante, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle apprend à Obi-Wan que Anakin a survécu. Oh là là, la révélation de ouf ! Et donc Obi-Wan l'ignorait. Oh bah ça alors, mais c'est dingue. Le mec, il s'est isolé pendant 10 ans, il côtoie quand même du monde à côté de ça, hein. Donc il sait qui dirige la galaxie, et je pense que pour mieux anticiper la menace de l'Empire quand tu cherches à t'en cacher, il est préférable de se rencarder un minimum sur ses intentions. Donc il a au moins entendu parler de Dark Vador, ne serait-ce qu'une fois en 10 piges. Vador, c'est pas un secret absolu caché par l'Empereur, il me semble. Et qu'on me fasse pas croire qu'Obi-Wan ignore que Anakin est Vador, puisque de toute façon, il l'entend dans la revanche des Sith sur l'enregistrement au Temple Jedi. L'Empereur le dit très clairement, et dit « Vous répondrez au nom de Dark Vador ». À partir de là, tu peux pas dire que en 10 ans, le mec, il est pas au courant de l'existence de Vador, et que Vador, c'est Anakin. C'est impossible. Donc déjà, là, mais c'est clairement un tollé de merde balancé sur la prélogie, quoi. Bon alors, on a droit à une jeune Leia qui est vraiment très insupportable, donc la gamine, tu peux pas la tenir. Alors oui,
Leia adulte était assez caractérielle, un peu comme la gamine, mais parce que son statut, en pleine période de crise, l'y incombait surtout face à des têtes brûlées comme Han Solo. Il fallait pouvoir tenir tête à ce genre de personnes, surtout dans un univers géré par des hommes. Là, c'est juste une gamine, bonne à tarter, qui se fait kidnapper. En plus, elle trouve le moyen de provoquer ses agresseurs. Ah bah, oui, tiens, hein, t'as raison. C'est vrai qu'en plus, ils ont des bonnes tronches à t'offrir des bonbons. Continue de les emmerder, quoi. Jusqu'au moment où il y a un mec qui vient la libérer, donc en la personne d'Obi-Wan, et donc elle lui casse encore plus les glaouis qu'à ses assaillants, au point même de les mettre tous les deux en danger, alors que il est sympa quand même Obi-Wan, il vient la sauver, putain. Ben non, elle vient le faire chier. Bon, ceci étant, pour atténuer un peu le truc, le personnage de Leia semble un peu mieux sur l'épisode 3, donc déjà ça adoucit un petit peu l'anxiété ou la haine qu'on pouvait avoir pour le personnage dans les 2 premiers épisodes. D'ailleurs, toujours au sujet de Leia, donc l'intrigue autour d'elle et Obi-Wan, effectivement, ils vont vivre une bonne partie de la série ensemble, alors que dans Un Nouvel Espoir, donc l'épisode 4, sur l'enregistrement d'elle dans la base de données de R2D2, t'as pas le sentiment qu'ils se soient déjà rencontrés avant. Et alors je passerai évidemment sous silence le fait que Obi-Wan lui demande quel âge elle a, genre le mec il sait pas quoi. Bon alors ensuite, les Jedi se cachent, parce qu'ils sont traqués, donc ça ok c'est logique. Et Obi-Wan, le jour où il décide de sortir de son trou, mais qu'il doit rester quand même discret, et il se balade en tenue de Jedi, avec un sabre laser à la ceinture bien apparent, parce que c'est vrai que dans une galaxie impériale remplie de pauvreté et de gens prêts à vendre son prochain pour quelques brousoufs, c'est comme se balader du côté de la Seine-Saint-Denis avec une Rolex en or, hein, mais non, il n'y a absolument aucun problème. Et puis à côté de ça, tu as ce mec qui se fait passer pour un Jedi en vue d'entuber les gens, donc dans l'épisode 2, donc c'est un guignol qui sert vraiment de comic relief totalement déplorable, que tu perds à jour rien qu'en voyant son visage pour la première fois. Mais oh, les scénaristes, les Jedi sont traqués par l'Empire, c'est ce que vous avez vous-même écrit. À quel moment le mec il décide de se coller une cible dans le dos et de s'en vanter? C'est un non-sens total. Mais sauf que ça s'arrête pas là, puisque en plus Obi le rencontre, comprend le poteau rose et lui demande de l'aider. Et donc il lui dit quoi? Vous allez m'aider? Oui. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes fiable? Oui. Mais bordel, t'as vu ce mec arnaquer une pauvre femme et son gosse sous tes yeux et tu lui demandes si tu peux lui faire confiance? Mais putain, sans déconner, mais c'est d'une bêtise absolue. Alors, oui, il y a aussi la fameuse course-poursuite dans la forêt de pins. Déjà, c'est super original comme décor, hein, dites-moi. Où Leia, qui a 10 piges, court super vite, même 3 malfrats adultes, ils n'arrivent pas à l'attraper dans cette séquence honteuse de mise en scène digne d'un nanar de chez Asylum. Hein. Mais j'ai envie de dire que ça peut pas être pire que le final du 3e épisode, qui est mais vraiment un gros fuck fait à toute personne ayant un minimum de respect pour la franchise, et à commencer par George Lucas. Puisque oui, on a Vador, et effectivement le seul intérêt quand tu colles Vador dans une série Obi-Wan, c'est qu'ils finissent par se rencontrer et s'affronter. Mais sauf que pour rappel, à la fin de Un Nouvel Espoir, Vador le dit, la dernière fois que l'on s'est vu, j'étais votre disciple, à présent je suis le maître. Donc la dernière fois, logiquement, c'était dans le 3e épisode, donc la revanche des Sith. Donc si on se réfère à ce qu'a écrit George Lucas via sa saga, donc George Lucas, le créateur de la franchise, hein, rappelons-le, ils ont aucune raison de s'être revus entre les épisodes 3 et 4. Et là tu les fais s'affronter, putain. Mais pire que tout, ça a aucune ampleur. Ils se battent dans une carrière de gravats, dans le noir, s'il te plaît. Non mais, sans déconner, tu fous Dark Vador dans le noir. À quel moment tu veux qu'on ressente quelque chose? T'as l'impression de voir un combat de série Power Rangers, mais dans le noir, sans déconner, hein. Franchement, c'est exactement pareil. Limite même, un combat de Power Rangers est plus énergique. Là, mais c'est d'une mollesse. Je crois que c'est le pire duel au sabre laser ever. Alors en sachant que juste avant, on te montre Vador dans une rue qui torture des civils, parce que tu comprends, faut mettre du suspense, faut montrer à quel point il est fort et méchant. Et attends, on s'en fout, on le sait depuis longtemps qu'il est fort et méchant, Dark Vador. Tout ça pour rallonger le truc et tenter de mettre du suspense, genre, va-t-il retrouver Obi-Wan Kenobi? Mais ils se ressentent via la force mutuellement. Donc oui, ils auront craché sur l'œuvre de Lucas, mais bon, tous les gens qui se prétendent fans vont dire que c'est pas grave parce qu'en même temps on a une autre petite kiff, à savoir un duel entre Obi-Wan et Vador. Mais bordel, ça piétine tout ce que vous adulez, quoi. Ça n'a aucun respect, ça crache sur tout ce que vous aimez. Comment vous pouvez prétendre que c'est bien? Alors quand je repense à tous ceux qui gueulaient à l'époque pour l'histoire des midi-chloriens ou encore de la prouesse artistique de Yoda face à Dooku à la fin de l'épisode 2, j'ai envie de dire que franchement ça fait pas le figure comme problème, quoi. Bref, je vais pas m'étendre parce que de toute façon, il y en a tellement en 3 épisodes, sans déconner, je crois qu'on n'a jamais autant été aussi infidèle. Pour le moment, voilà, la série en l'état, c'est vraiment très mauvais. Il y a vraiment de très mauvaises bases à tous les niveaux. Je vois même pas comment on peut recrédibiliser un petit peu le truc. Et franchement, oui, quoi.
Putain, ça fait chier de se dire que Disney, donc un des plus gros labels hollywoodiens avec des ressources quasi illimitées, déshonore son propre contenu, entre Star Wars ou même les innombrables adaptations live de grands classiques, à seule fin de rentrer dans la mouvance woke de la pire des manières. Mais oui, ça déshonore le personnage de Obi-Wan Kenobi. L'héritage de George Lucas, j'en parle même pas, ils lui ont mis mais bien profond dans son côté obscur. Hein. Alors clairement, il a pas besoin d'attendre de mourir pour commencer à se retourner dans sa tombe. Hein. Et pareil, fuck off aussi à tous ceux qui ont, pendant des décennies, se sont efforcés, au moyen d'une énorme créativité, à bâtir une mythologie solide et adulée que 3 épisodes de série flanquent littéralement par terre. Voilà, je suis désolé, hein, là j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo coup de gueule. J'en ai fini. Pour ce qui est du jeu des répliques, c'était dans la review de Stranger Things saison 4 que je vous conseille bien plus que la série Obi-Wan. Donc en générique d'intro, il fallait trouver Ma vie est un enfer, réalisé par Josiane Balasco et sorti en 91, et le générique d'outro, Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2013. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série et on en débat dans les commentaires, toujours dans le respect évidemment. Likez et partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve rapidement pour une prochaine review. Bye. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. 1 centimètre à la fois.